Bonjour, mon nom est Sylvain Perron. Cette semaine, je vais vous parler de comment diminuer votre consommation d'eau potable. Les Québécois consomment environ 424 litres par jour, soit environ le triple d'un Français moyen. Il est donc important de diminuer sa consommation d'eau pour éviter d'en gaspiller. Il existe plusieurs moyens de diminuer sa consommation d'eau potable. On peut, tout d'abord, évidemment, commencer à prendre des douches au lieu de prendre des bains. En fait, un bain consomme environ 150 litres par bain et une douche, pour une douche de 5 minutes, environ 75 litres. En plus, si on met un robinet à faible débit, on peut consommer environ 50 litres en 5 minutes au lieu de 75. Ça vaut vraiment le coup et en plus, on diminue notre consommation d'énergie. Pour ce qui est des vieilles toilettes, en fait, ils consomment environ 20 litres par chasse. Donc, il est important de diminuer cette consommation. On peut soit acheter une nouvelle toilette à faible débit qui va consommer environ 6 litres par chasse, ou on peut également diminuer la quantité du réservoir d'eau à l'arrière en mettant simplement une bouteille dans le réservoir d'eau. Un autre conseil facile, simplement fermer le robinet lorsqu'on se brosse les dents. En fait, lorsqu'on se brosse les dents et qu'on laisse le robinet ouvert, on consomme environ 13 litres. Et si on ferme le robinet, environ la moitié d'un litre. Donc, ça vaut vraiment la peine de simplement fermer le robinet lorsqu'on se brosse les dents. Un autre moyen très simple de diminuer sa consommation d'eau potable est de simplement mettre un pichet d'eau dans son réfrigérateur. En fait, ça va nous permettre d'avoir une très bonne eau froide, surtout durant l'été, mais aussi d'éviter d'attendre devant le robinet pour attendre que l'eau soit bien froide avant de la boire. Finalement, un dernier moyen de diminuer sa consommation d'eau potable est d'avoir un baril de pluie. En fait, c'est très simple, on peut simplement utiliser l'eau de la pluie pour arroser son potager ou encore pour tout son aménagement extérieur. Donc, on suggère d'avoir un baril de pluie pour prendre l'eau qui tombe du ciel, évidemment, pour l'utiliser par après au lieu d'utiliser l'eau potable. En fait, avec tous ces conseils, on peut environ diminuer sa consommation près de la moitié de la consommation d'un Québécois moyen. Donc, si vous faites quelques efforts, ça va être bien simple pour l'environnement et surtout pour le portefeuille de votre municipalité. Bonjour, je suis Aude Guiraud, photographe de voyage. Cette semaine, je vous offre quelques conseils pour faire de la photographie de nuit et améliorer vos photos en coucher de soleil. Alors commençons par les couchers de soleil. Imaginons que vous êtes sur une plage au Mexique et que Mère Nature vous offre un spectacle éblouissant, un beau coucher de soleil qui s'annonce. Alors déjà, n'oubliez pas que photographie, en deux mots, photographie veut dire l'écriture de la lumière. Donc c'est elle la vraie star de votre photo. Beaucoup plus que votre sujet principal, les vagues, les oiseaux et la plage par exemple. Au niveau technique, qu'est-ce qu'il vous faut faire pour être prêt pendant le moment fatidique du coucher de soleil? Alors la première chose, c'est d'arriver avant sur les lieux. Donc une heure et demie avant pour que vous puissiez déployer votre trépied, choisir un bon angle de composition. Ça, c'est très important. Et puis, vous pourrez apprécier les changements de lumière qui se font avant le coucher de soleil. Technique. Qu'est-ce qu'il vous faut faire? Déjà, sur votre appareil photo, mettre un filtre, que ce soit un filtre extérieur comme celui-ci ou que ce soit un filtre anneau que l'on positionne sur son objectif. Deuxième chose, baissez d'un cran votre barre d'exposition pour créer un peu plus de contraste, pour jouer avec les ombres entre le noir et la beauté du soleil, des couleurs et des lumières. Troisième chose, vous devez être stable. Je vous ai parlé d'un trépied, pourquoi pas aussi déclencheur à distance comme celui-ci qui vous permet de ne pas bouger lors de votre prise de photo. La lentille, vous avez deux positions en général qui est AF et MF, autofocus ou focus manuel. Je vous conseille d'utiliser le focus manuel. Vous avez beaucoup d'entrée de lumière dans votre capteur, votre focus peut voir flou, donc gérez-le vous-même avec vos mains. Vous avez un disque solaire devant vous. Il est préférable de mettre quelque chose devant. Alors soit d'attendre qu'il y ait une envolée d'oiseaux, un bateau qui passe, mettre peut-être quelqu'un en silhouette, une barrière devant, mais essayez de mettre quelque chose devant votre disque solaire pour ne pas avoir de la surexposition. Si vous voulez prendre votre partenaire en photo,
qui vous dit « moi j'aimerais bien avoir une photo devant ». Alors vous avez deux choix, soit d'utiliser la lumière naturelle et de positionner votre partenaire en 30 degrés ou 45 degrés, soit d'utiliser votre flash sur votre partenaire, donc à 1 mètre, 1,50 m de lui, pas plus, avec le coucher de soleil en fond. Alors continuons avec la photo de nuit. La photo de nuit, ce sont les mêmes conseils que je vous ai donnés tantôt. Donc arrivez à l'avance. Ça, c'est important pour anticiper le changement de lumière. Juste avant la nuit, il y a une heure qu'on appelle l'heure bleue, où tout le ciel devient bleu roi un peu. C'est magnifique, ça crée un filtre assez spécial qui met en valeur toutes les lumières artificielles. Donc arrivez à l'avance, déployez votre trépied, bon cadre de composition et attendez que la lumière change. Donc un petit à 1h30, 2 heures à l'avance, ça le vaut bien. Là, vous avez pris des photos lors de la lumière bleue, donc l'heure bleue, et là vous voulez prendre la photo pour la photo de nuit comme telle. La photo de nuit, déjà, trépied, on a dit, déclencheur à distance aussi, c'est important que vous ne bougiez pas. Pour les photos de nuit, il faut travailler en manuel, si vous savez travailler en manuel, ou vous pouvez travailler en semi-automatique, soit jouer avec la priorité vitesse ou la priorité ouverture. Priorité vitesse, vous laissez rentrer de la lumière. Pour cela, vous allez baisser votre vitesse, donc 1/15e par exemple. Et si vous travaillez en priorité ouverture, là vous jouez avec votre diaphragme qui marche un peu comme l'iris d'un œil. On l'ouvre quand on a besoin de lumière, on le ferme quand on a un peu moins besoin de lumière. Dans ce cas-ci, vous pouvez jouer avec F qui est focale, donc ouverture, F9 pour pouvoir créer, vous savez, les étoiles que l'on retrouve sur les réverbères ou sur les grandes sources de lumière, sur les belles photographies. Donc voici pour la photographie de nuit. Alors pour capter la technicité des photos de coucher de soleil ou des photos de nuit, ce qu'il faut faire, c'est juste essayer, essayer et encore essayer. Alors tous à vos appareils et bonne séance photo. Bonjour, je m'appelle Harry Pinceau, je travaille pour Option Consommateur et cette semaine, je vais vous parler sur les programmes de microcrédit près du quartier. Les programmes de microcrédit près du quartier s'adressent aux personnes à faible revenu qui n'ont pas les moyens d'accéder au réseau de crédit traditionnel. La plupart des personnes à faible revenu n'ont pas accès au réseau de crédit traditionnel. Ils sont obligés d'aller dans les prêteurs usuraires pour demander l'argent. C'est pour ça qu'en 2001, Option Consommateur, en partenariat avec Desjardins, ont décidé de lancer les programmes prêts du quartier. Ici, on fait des petits prêts de 200 jusqu'à 1000 $ et c'est pour des biens essentiels et importants. Jusqu'à un moment, on a fait plus de 290 prêts, on a prêté plus de 140 000 $ depuis 2000 ans qu'il a été créé les programmes prêts du quartier. La plupart des personnes qui bénéficient de notre programme, ce sont des personnes à faible revenu qui sont dans l'aide sociale. Et les motifs du prêt, c'est pour l'achat de frigos, cuisinières, payer les soins dentaires et achat de lunettes. Ce sont les motifs plus souvent dans notre programme de petits prêts. Si vous voulez avoir plus d'informations concernant notre projet, n'hésitez pas à nous contacter. Nos numéros de téléphone, c'est les 54 598 7288. On est ici pour vous aider. Bonjour, ici Dominique Dupuis de l'Armoire du Haut. Cette semaine, on va faire des carottes. C'est pas très dur de faire des carottes, donc ça vous prend pas un certificat de chef cuisinier pour faire la recette qu'on va faire aujourd'hui. Ça vous prend 3 ingrédients. Donc ça va nous prendre des carottes, du tahini et un peu de citron. Donc c'est tout. C'est une recette que j'ai ramenée du Liban aussi. J'ai eu un peu d'influence dans mon dernier voyage culinaire au Liban. C'est une recette que j'ai apprise par une amie et puis je vous dirais que c'est absolument merveilleux. Donc, je voulais la partager avec vous aujourd'hui. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait bouillir des carottes, pas très difficile. Puis, si vous voulez sauver du temps aussi, un petit truc, je vous le dis comme ça, si vous achetez des carottes bio,
Puis surtout quand ils sont belles comme ça, là, une carotte bio, vous faites juste la rincer en dessous de l'eau, pas besoin de la peler. Donc, on ne la pèle pas, même que c'est encore mieux parce qu'on va aller chercher plus de vitamines, et puis plus de fibres, minéraux, tout ça. Donc, on garde la pelure, c'est tout. Donc, juste pour les carottes bio, on les pèle pas, puis on les fait bouillir là, à grande eau jusqu'à temps que les carottes soient ramollies assez pour qu'on puisse les piler, comme des pommes de terre. Donc, on prend des carottes. J'ai pris à peu près comme 4 carottes que j'ai fait cuire dans l'eau, tout simplement. Et puis, vous allez piler le tout. Et puis, ceux qui se demandent c'est quoi du tahini, c'est du beurre de sésame. Donc, c'est des graines de sésame qu'on a broyées. Donc, ça nous donne comme le beurre d'arachide, mais avec le sésame, on appelle ça du tahini. Donc, c'est très populaire au Liban. On cuisine beaucoup avec le tahini. Donc, ça prend du muscle. Alors, on pile les carottes pour notre super tartinade de carottes. Si vous avez un robot, s'il vous plaît, faites-moi le plaisir de juste tout prendre les ingrédients et de mettre au robot. C'est tout. Là, aujourd'hui, je le fais à la main. Donc, si vous n'avez pas de robot, ça se fait à la main aussi. Mais si vous avez un robot, c'est encore plus rapide de le faire au robot. Donc, j'ai pilé mes carottes. Je vais ajouter le fameux tahini. Le tahini, c'est super riche en calcium, d'ailleurs. Il faut en profiter. Là, j'ai 2 tahini. Il y a le tahini qu'ils utilisent vraiment là, au Liban. C'était le tahini, puis on le retrouve ici, ce tahini. Sinon, vous pouvez aller vers la version organique et équitable. Du tahini, comme ça. Un peu plus cher, évidemment, mais la version libanaise est tout aussi bonne. Donc, on va ajouter le tahini, peut-être environ 2 cuillères à soupe de tahini. Voilà. Et vous allez ajouter un demi-citron qu'on a pressé. Donc, j'ai pressé le demi-citron. Ici, voilà. Ajouter demi-citron. Vous avez tous les ingrédients, donc il reste juste à mélanger. Donc, on va bien mélanger. Donc ça, c'est une tartinade de carottes qui va être super pratique. Ça peut être en collation, on peut tremper du pain dedans, comme on ferait avec de l'hummus. Là, je vais goûter pour être sûr que c'est bien assaisonné. Donc, quand c'est terminé, vous pouvez le mettre au frigo. Ça va se garder quand même longtemps aussi, 4, 5, voire même 6 jours, pas de problème. Vous pouvez le servir froid. Donc là, on parle là, de quelque chose qui est vraiment simple. Carottes, bouillie, tahini, citron, sel, c'est tout. Moi, j'irais vers des craquelins comme les Rivita. Donc, un craquelin comme ça qui est vraiment santé, contrairement à d'autres craquelins qui sont frits, qui sont gras, qui sont pleins de sel. Donc, moi, je vous conseillerais quelque chose comme les Rivita. Sinon, si, exemple, vous êtes intolérant au gluten, bien là, j'irais vers les Mary's Crackers, qui sont très bien aussi, qui sont super croustillants, qui sont sans gluten et végétaliens. Donc, Mary's Crackers. Sinon, bien, vous pouvez y aller avec du pain. Donc, ici, j'ai une fougasse aux olives. Je pourrais me faire une sandwich avec ça ou vraiment utiliser la fougasse pour manger ma trempette. OK, donc je me suis même habillée en couleur des thèmes de carottes aujourd'hui pour vous souhaiter une bonne trempette aux carottes. Problèmes pulmonaires, de maladies pulmonaires obstructives chroniques ont des difficultés à chasser l'air de leurs poumons. Alors, on a des techniques de respiration pour les aider. C'est sûr qu'il y a la médication aussi qui peut les aider, mais on devrait essayer quand même à faire les techniques de respiration au préalable. Alors, on a la technique de respiration à lèvres pincées et les positionnements du corps. Pour la respiration à lèvres pincées, ce que les gens doivent faire, c'est seulement d'inspirer par le nez et d'expirer en forçant les lèvres comme si on était pour siffler.
Alors, on inspire et on expire. Cette façon de respirer va aider l'air à sortir plus longtemps, donc à vider, ce qui va diminuer l'essoufflement des patients. Pour la respiration en positionnement qu'on pourrait adopter pour diminuer l'essoufflement, si on a une table, on pourrait tout simplement s'accoter sur la table, juste se pencher un petit peu vers l'avant et faire les mêmes techniques de respiration. Alors, on inspire avec la respiration abdominale par le nez et on expire avec les lèvres pincées. Il y a d'autres techniques aussi. Si on n'a pas de table et qu'on est assis à une chaise, tout simplement, ce serait d'avoir les jambes bien au sol, avoir les coudes à côté sur les genoux et de venir accoter notre menton sur nos mains et de faire les mêmes techniques de respiration. Sur une table, on peut se coucher aussi en position comme ça. Si on a un oreiller, on peut le faire et on a juste à s'accoter, faire toujours les mêmes techniques de respiration en relaxant, en étant le plus calme possible. Il y a des positions aussi debout qu'on peut faire. Alors, quand on est installé debout, ce qu'on peut tout simplement faire, c'est se pencher un petit peu vers l'avant, mettre les mains sur les cuisses et faire les mêmes techniques de respiration. Si on a une table devant nous, seulement que mettre les mains, pencher un petit peu vers l'avant. Toujours faire la respiration abdominale et les lèvres pincées pour l'expiration. Quand on a une crise d'essoufflement, ce qui est important, c'est de relaxer le plus possible, d'être le plus calme. Alors, on peut respirer aussi rapidement qu'on en a le besoin au début. Après quelques minutes, ce qu'on peut faire, c'est de prendre les techniques de respiration. Un bon positionnement, respiration abdominale et à lèvres pincées, en inspirant par le nez et en expirant tranquillement par les lèvres. Donc, on fait ça pour au moins 5 minutes. Et là, si l'essoufflement ne se passe pas, on peut penser à prendre la médication. On sait que l'hiver arrive, alors pour les gens atteints de maladies pulmonaires obstructives chroniques, ce serait bien important. Dans les froids extrêmes, ce qui est recommandé, c'est de rester à l'intérieur, évidemment. Mais si on a à sortir, de se couvrir la bouche pour avoir un genre de filtre et pour faire un petit réchauffement de l'air. Alors, ça peut être un foulard. Il y en a qui peuvent y aller avec des masques aussi. Mais ce qui est important, c'est que pour pas que l'air soit trop froid quand que ça rentre dans les poumons qui nous fait augmenter notre toux, c'est de bien se couvrir. Les gens, on a tous besoin de monter des escaliers. Les malades pulmonaires ont encore plus de difficultés que nous à monter les escaliers. Alors, il y a des techniques qui existent pour les aider. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend une bonne inspiration au repos et en expirant, on peut utiliser encore toutes les techniques que je vous ai mentionnées, on monte les marches. Ce qui est important, c'est quand on fait l'effort, c'est d'expirer. Alors, si on est capable de monter seulement qu'une marche, on le fait comme ça. Si on est capable de monter 2 marches, au repos, on prend une inspiration. En expirant, on va faire les 2 marches, on va les monter. Si on peut faire la moitié de l'escalier ou l'escalier au complet, ça dépend de notre capacité. L'important, c'est de ne pas vouloir tout monter tout de suite d'un seul coup. Ce qui est vraiment important pour les gens qui sont atteints de cette maladie, c'est de prendre tout lentement.